À la fin du 19e siècle, l'arsenal de la science moderne était si bien pourvu qu'on se croyait en mesure de répondre à toutes les questions. Grâce à la théorie atomique de Dalton, la chimie avait accompli en l'espace d'un siècle des progrès foudroyants. Presque tous les corps simples de l'univers avaient été isolés et décrits, et par leur combinaison, on avait obtenu des milliers de corps purs de la série minérale, animale ou végétale. On savait analyser un corps composé et décrire la disposition des atomes au sein de leurs molécules. On pouvait donc reproduire ces composés par la synthèse au laboratoire, et c'est ainsi qu'était née la chimie synthétique, d'abord celle des colorants synthétiques qui avaient mis l'Allemagne au premier rang du monde. Les phénomènes les plus complexes de la chimie pouvaient s'expliquer par l'interaction des atomes, petites boules dures, indestructibles, et on se croyait vraiment parvenu au bout du rouleau. Or, dans un laboratoire de Paris en 1896, il y avait un chimiste qui s'intéressait beaucoup à la fluorescence, c'est-à-dire à la lumière produite par certaines substances chimiques. Vous connaissez tous ces statues lumineuses qui luisent faiblement dans l'obscurité après avoir été exposées à la lumière du soleil ou d'une ampoule électrique. On se sert aussi de ces substances fluorescentes pour couvrir les chiffres des cadrans lumineux, des bracelets montres ou des réveils. Ce sont d'ailleurs des substances analogues qui recouvrent la face intérieure de votre appareil de télévision et qui s'illuminent quand elles sont bombardées par des électrons. Becquerel, lui, s'intéressait particulièrement à la fluorescence de certains sels d'uranium, comme celui-ci. Mais n'allez pas vous faire des idées, l'uranium aujourd'hui, c'est un mot magique. Or, en 1896, ce n'était qu'un élément sans utilité, découvert en Allemagne 2 ans avant la Révolution française. Becquerel exposait au soleil des cristaux de sel d'uranium. Il les déposait ensuite sur une feuille de papier noir servant d'enveloppe à une plaque photographique. Après développement, la plaque photographique présentait à peu près cet aspect, comme si la lumière fluorescente avait traversé le papier. C'est alors qu'il se produisit un événement banal qui devait changer toute l'orientation de la chimie moderne. Il se mit à pleuvoir à Paris durant plusieurs jours d'affilée. Il n'y avait plus moyen d'exposer les cristaux au soleil pour les rendre fluorescents. Mais comme Becquerel était un homme plutôt impatient, il décida de ne pas attendre le retour du soleil et d'exposer ces cristaux d'uranium à la clarté grisâtre du jour, espérant au moins obtenir des taches affaiblies sur sa plaque photographique. Eh bien, savez-vous ce qui se produisit? Les taches étaient aussi intenses que si les cristaux avaient été exposés au grand soleil. Il y avait de quoi s'asseoir et réfléchir. De toute évidence, les taches de la plaque photographique ne provenaient pas de la fluorescence puisque leur intensité était indépendante du soleil. D'ailleurs, on découvrit peu de temps après, la simple fluorescence ne traverse pas une feuille de papier. La conclusion s'imposait d'elle-même. Il fallait admettre que ces cristaux émettaient spontanément une radiation nouvelle provenant de la matière elle-même, qu'ils étaient des corps radioactifs. Comme pour accentuer encore l'importance de cette découverte, Pierre et Marie Curie isolèrent de la pèche blende, le minerai le plus commun d'uranium, 2 autres métaux inconnus jusqu'alors et qui étaient eux aussi radioactifs, le polonium et le radium, ce dernier 2000 fois plus actif que l'uranium. En fait, le radium pur émettait une lueur assez vive quand on le plaçait à l'obscurité, indépendamment des rayons solaires. Et ces radiations provoquaient des brûlures douloureuses, des brûlures dont Marie Curie devint elle-même victime. Quelle pouvait bien être la nature de cette radiation? Afin d'en étudier les propriétés, on plaça un échantillon de substances radioactives à l'intérieur d'un bloc de plomb, muni d'une petite ouverture par où s'échappaient en ligne droite les rayons que l'on recevait sur une plaque fluorescente. À la sortie, on plaça un puissant électroaimant et on s'aperçut que le rayon se divisait en 3 parties. Premièrement, certains rayons étaient faiblement déviés vers la droite, d'où on conclut qu'ils étaient porteurs d'électricité positive. On les appela des rayons alpha, du nom de la première lettre
de l'alphabet grec. Deuxièmement, d'autres rayons étaient fortement déviés vers la gauche. Ils étaient donc porteurs d'électricité négative. On les nomma rayons bêta, deuxième lettre de l'alphabet grec. Troisièmement, un troisième faisceau de rayons, qui s'avéra semblable au rayon X récemment découvert, n'était pas influencé par le champ magnétique. Par analogie avec la troisième lettre de l'alphabet grec, on nomma ces rayons des rayons gamma. Seuls les rayons gamma étaient de véritables rayons au sens où la lumière, les ondes électromagnétiques et les rayons X étaient considérés, c'est-à-dire une production et une propagation d'énergie sans support matériel. Mais les rayons alpha et bêta étaient bien autre chose. C'étaient des particules matérielles lancées à très grande vitesse. Les particules bêta étaient négatives. Et elles étaient environ 2000 fois plus légères qu'un atome d'hydrogène. On réussit assez rapidement à les identifier comme étant des grains d'électricité, des électrons, comme on en avait produit peu de temps avant dans les tubes à vide, analogues au tube principal de votre appareil de télévision. Quant aux particules alpha, elles étaient positives, ayant une charge double de celle de l'électron, et elles avaient un poids qui était 4 fois celui d'un atome d'hydrogène. À l'aide de ces données, on put expliquer ainsi la radioactivité. Dans des substances comme l'uranium et le radium, il y a constamment des atomes qui explosent spontanément en libérant des particules plus ou moins lourdes, positives ou négatives, des particules qui proviennent naturellement de l'atome lui-même. Cette explosion s'accompagne d'une production d'énergie sous forme de rayons gamma. L'atome n'est donc pas cette petite boule dure, indivisible, qu'on avait imaginée tout au long du XIXe siècle. Il est donc lui-même composé de particules encore plus petites. Vous pensez bien que tout ce que la science comptait de chimistes et de physiciens se passionna pour ces bouleversantes découvertes. On chercha à étudier ces fameuses particules par d'autres moyens que celui de l'écran fluorescent. C'est ainsi que l'Américain Wilson découvrit en 1912 que les radiations alpha provoquaient dans la vapeur d'eau une condensation des gouttelettes sur leur passage. Cette expérience, que l'on a surnommée effectivement la plus belle expérience du monde, nous permet en quelque sorte de voir par ses effets l'expulsion d'une particule atomique provenant de l'explosion d'un atome d'une substance radioactive. Le petit fragment qui est placé au centre contient des milliards d'atomes de radium. Chaque fois qu'un de ces atomes explose, la particule alpha condense la vapeur d'eau sur son passage, produisant ainsi une traînée blanche. Comment peut-on douter maintenant de l'existence des atomes? Cette expérience de la chambre de Wilson a été reprise des milliers de fois, et c'est elle qui a permis d'identifier toutes les particules que nous connaissons à l'heure actuelle, y compris les antiprotons récemment découverts, et d'expliquer aussi les réactions entre ces particules. Voici quelques photos à l'appui. La première nous montre une pluie de particules alpha qui sont émises d'un fragment de radium qui est placé au centre et qui n'apparaît pas sur la photo. Il y a non seulement des particules alpha qui y sont émises, mais des fragments atomiques plus gros, comme celui-ci, qui se désintègrent à leur tour. La deuxième nous montre un seul atome, placé ici, un atome de thorium, qui émet tour à tour des particules alpha. La première, la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. On obtient la même chose à droite avec un seul atome de thorium qui y a émis 3 particules alpha. La troisième photo nous montre quelque chose de différent, une collision entre un rayon cosmique
et un noyau atomique, probablement un noyau d'argent. Les rayons cosmiques sont eux aussi constitués de particules plus ou moins lourdes. Celle-ci est une particule assez lourde qui semble être un noyau de fer. La particule a suivi ce trajet, l'explosion s'est faite ici, et le noyau d'argent, sous l'effet du choc, s'est désintégré en particules plus petites, dont on suit aisément les trajets sur cette photo. Comme s'il ne suffisait pas de suivre la trajectoire des particules atomiques, on chercha à l'enregistrer d'une façon sonore. Les Allemands, Geiger et Müller, mirent au point un appareil extrêmement sensible, connu depuis sous le nom de compteur de Geiger, qui produit un bruit caractéristique dans le haut-parleur chaque fois qu'une particule alpha, provenant d'une substance radioactive, frappe le récepteur. En gros, voici ce qui se passe. Le tube de Geiger, le récepteur, est rempli d'un gaz léger et comporte au centre un fil isolé tendu entre les deux extrémités. Une différence de potentiel est appliquée entre ce fil et la paroi métallique du récepteur. Mais le courant ne passe pas parce que le gaz léger sert d'isolant. Mais si une particule alpha provenant d'une substance radioactive pénètre dans le récepteur en traversant la paroi, elle va frapper les atomes du gaz léger et va libérer des électrons qui vont se précipiter en avalanche dans le fil. On obtiendra un courant, et si on interpose un amplificateur et un haut-parleur, ce courant-là pourrait être transformé en un son caractéristique. L'appareil étant en marche, j'approche le récepteur d'une substance radioactive, comme par exemple le minerai de pechblende. La fréquence des bruits nous permet de compter le nombre d'atomes qui explosent chaque seconde. Et en éloignant le récepteur de l'échantillon, la fréquence des bruits va diminuer parce qu'il y aura moins de particules alpha qui vont frapper le récepteur. D'autre part, si j'interpose entre le minerai et le récepteur un bloc de plomb qui va absorber les particules alpha, je n'entendrai aucun bruit. Il y a d'autres compteurs, comme celui-ci, qui sont portatifs et qui comportent, au lieu d'un haut-parleur, des écouteurs que l'on place à l'oreille et où l'on entend aussi les bruits produits par les substances radioactives dont les particules viennent en contact avec le récepteur. Par parenthèse, vous connaissez le rôle important que jouent maintenant ces compteurs de Geiger, que l'on peut se procurer dans le commerce pour quelques dizaines de dollars, dans la prospection minière des substances radioactives. Quand on s'approche d'un gisement d'uranium, par exemple, l'appareil émet une série de bruits précipités et on a de fortes chances de devenir millionnaire. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Je voudrais plutôt me servir du compteur de Geiger pour reprendre une expérience qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'atome. Je vais placer dans ce bloc de plomb une poudre d'une substance radioactive. Les particules alpha qui s'en échappent ne peuvent pas traverser la paroi extrêmement épaisse de plomb, mais elles peuvent sortir par cette petite ouverture circulaire. Et on a ici l'équivalent le plus simple de ce qu'on appelle un canon atomique. Et je peux enregistrer les désintégrations en plaçant le récepteur en ligne droite avec cette ouverture.
Après avoir noté la fréquence des bruits, j'interpose entre la source radioactive et le récepteur une feuille d'or, analogue à celle-ci, une feuille d'or que j'appelle une armure parce que même si elle est très mince, elle est quand même formée d'à peu près 4000 atomes d'épaisseur. La feuille d'or étant protégée par un papier de soie, je l'applique à la sortie des particules alpha et je replace le récepteur près de la sortie. Mais cette fois-ci, les particules alpha doivent traverser la feuille d'or pour frapper le récepteur. Est-ce que la fréquence est différente de celle de tout à l'heure? Non, elle est à peu près la même. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment des particules matérielles, comme les particules alpha, peuvent-elles traverser ces autres particules matérielles que sont les atomes d'or, en rangée de 4000? C'est un petit peu comme si vous lanciez une balle sur un mur formé de 4000 briques d'épaisseur. Comment pourriez-vous expliquer que la balle réussisse à passer à travers le mur? Ça ne pourrait se faire que si les briques étaient presque entièrement vides et que leur matière était concentrée en un seul petit point. On en arriva à une conclusion analogue dans le cas des atomes. Puisqu'une particule matérielle pouvait passer à travers 4000 atomes, ces derniers, loin d'être des petites boules dures, devaient être constitués surtout de vide, avec probablement au centre un point infime, un noyau, où se trouvait concentrée toute la masse de l'atome. Comme la radioactivité fournissait des particules positives, alpha, et des particules négatives, bêta, et que les particules positives étaient 8000 fois plus lourdes que les négatives, il sembla naturel d'imaginer que les particules lourdes, positives, constituaient le noyau de l'atome, et que les particules négatives, les électrons, entouraient le noyau. Mais comment expliquer que les électrons négatifs ne se précipitaient pas sur le noyau positif, étant donné que des charges électriques de sens contraire s'attirent? Il n'y avait qu'un moyen, c'était de faire appel à la force centrifuge, en supposant que les électrons tournent autour du noyau à une vitesse suffisante pour échapper à l'attraction. C'est d'ailleurs de cette façon qu'on avait expliqué plusieurs siècles auparavant la rotation de la Lune autour de la Terre, ainsi que la rotation de la Terre et des autres planètes autour du Soleil. Et c'était une découverte extraordinaire que de retrouver pour l'infiniment petit une structure analogue à celle de l'infiniment grand. Grâce aux travaux des savants, l'atome devenait donc un système solaire en miniature, avec son noyau central positif, son Soleil, autour duquel gravitaient les planètes, les électrons négatifs. Comme vous le voyez, cette conception de l'atome n'était pas le résultat d'une simple fantaisie, elle était fondée sur des expériences minutieuses et elle s'offrait comme la seule explication possible au phénomène déjà connu. On s'aperçut bientôt que cette conception hardie apportait à la science une unité qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Par exemple, on se doutait bien que les noyaux de tous les atomes devaient avoir des structures différentes puisque les atomes avaient des poids différents. Mais comment connaître la structure de chaque atome? Eh bien, grâce aux rayons X et à des calculs très complexes que je vous épargnerai, on réussit à déterminer combien d'électrons tournaient autour du noyau de chacun des atomes alors connus. On trouva, par exemple, qu'il n'y avait qu'un électron autour de chaque atome d'hydrogène. Comme l'hydrogène est un gaz qui n'est ni positif ni négatif, il fallut bien admettre que le noyau d'hydrogène était formé d'une seule particule positive. On découvrit bientôt cette particule de charge égale, en signe contraire, à celle de l'électron, et 1840 fois plus lourde. On l'appela proton. L'atome d'hydrogène était donc formé d'un noyau positif constitué d'un seul proton, autour duquel tournait un seul électron négatif. Comme le poids atomique de l'hydrogène était de 1,
tout allait pour le mieux. Dans le cas d'un corps simple comme l'oxygène, on trouva par la même méthode qu'il y avait 8 électrons autour du noyau. Ce dernier devait donc contenir 8 protons positifs pour respecter l'équilibre électrique. Mais 8 protons pour l'oxygène contre 1 proton pour l'hydrogène, cela n'expliquait pas que le poids de l'oxygène fût 16 fois celui de l'hydrogène. Et il en était de même pour tous les autres éléments. Le nombre de protons établi pour correspondre au nombre d'électrons donnait toujours un poids inférieur au poids réel de l'atome. Il fallait donc admettre que le noyau contenait autre chose que des protons. Mais cette autre chose ne pouvait être qu'une particule neutre au point de vue électrique, puisque l'équilibre existait déjà. On postula l'existence de ces particules neutres, et on leur donna même le nom de neutrons. Mais ce n'est qu'en 1932 qu'on les découvrit réellement. Et on s'aperçut à ce moment-là que le poids d'un neutron était exactement le poids d'un proton. Il fallait alors, pour concilier le nombre d'électrons, le nombre de protons et la masse de l'atome, admettre que le noyau contenait autant de neutrons qu'il en fallait. L'oxygène, par exemple, ayant un poids atomique de 16 et 8 électrons, devait contenir 8 protons et 8 neutrons. C'est toujours à ces conséquences qu'on juge la valeur d'une théorie. La théorie atomique, qui est devenue beaucoup plus complexe depuis quelques années, permettait déjà, sous sa forme simplifiée, des généralisations absolument extraordinaires. Je vais me contenter aujourd'hui de vous en donner un exemple. En 1869, au moment où on croyait encore que l'atome était une petite boule insécable, un chimiste russe du nom de Mendeleïev, sorte de prophète barbu, de Raspoutine de la science, avait imaginé de placer les corps simples, alors connus, par ordre de poids atomique croissant, du plus léger au plus lourd. Placés dans cet ordre, les éléments, y compris ceux qui ont été découverts depuis, pouvaient être numérotés. On passait du lithium numéro 3 au beryllium numéro 4, au bore numéro 5, au carbone numéro 6, et ainsi de suite, jusqu'aux éléments les plus lourds comme le plomb, le bismuth ou l'uranium. Le sodium, par exemple, était le locataire de la case numéro 11, et le fer était le locataire de la case numéro 26. Mais ce numéro atomique n'avait pas de signification particulière à l'époque, sauf que il signifiait que le phosphore de nombre atomique 15 était plus lourd que les éléments qui le précédaient et plus léger que les éléments qui suivaient. Mais quand on réussit à déterminer le nombre d'électrons qu'il y avait autour de l'oxygène, par exemple, on s'aperçut que ce nombre, 8, était exactement le même que celui du numéro atomique de l'oxygène dans la classification de Mendeleïev. Et c'était la même chose pour tous les éléments. Est-ce que ce n'était pas une coïncidence extraordinaire? Mais ça ne faisait que commencer. La théorie atomique allait conduire la science à des aventures encore beaucoup plus excitantes.